Data collaboration, les clés de la performance. Comment rendre la data réellement activable entre retailer, régie et agence? On va essayer d'être le plus concret possible avec trois acteurs autour de la table. Une agence, en effet, et puis une régie Retail Media, Retail Link, qui est la régie de Fnac et Darty. Et puis évidemment, TF1 Pub, qui, vous l'avez vu à l'instant, a annoncé pas mal de choses autour de cette data collaboration. D'abord, je vais m'adresser plutôt à l'agence qui un peu orchestre tout ça. Aujourd'hui, en 2025, est-ce que cette data collaboration, elle va dans le bon sens, Jérémy? Bonjour à tous. Déjà, avant de faire le statut, peut-être repréciser ce que, en tout cas, nous, on entend comme data, par data collaboration. C'est véritablement pouvoir aller chercher les données, pas que médias, parce que ça, finalement, c'est le pas évident de la relation, je dirais, agence, annonceur et partenaire, mais véritablement être capable d'identifier les données retail. Donc, je parle vraiment de données de distribution, disponibilité des produits, niveau d'assortiment, quel volume de produits sont disponibles chez les enseignes. Évidemment, avoir accès à la donnée transactionnelle, quels sont les volumes de vente, les paniers, la fréquence. Donc, c'est vraiment des données plus granulaires. C'est ça qu'on appelle vraiment data collaboration, en tout cas chez nous. Et donc, ça, c'est qu'est-ce que la donnée et c'est pour en faire quoi? Encore une fois, accéder à la donnée d'une enseigne hyper granulaire, c'est génial parce qu'après, on peut, dans l'activation, je dirais, préciser le plan média, aller adresser les bonnes audiences de manière beaucoup plus granulaire. Mais la valeur additionnelle, elle est vraiment sur, en amont, quels insights on peut aller chercher. Et des insights, vraiment, encore une fois, pas que audience-driven, mais vraiment product-driven. Parce que ça ne sert à rien, encore une fois, d'aller adresser du média quand on est en bas de funnel si, tout simplement, le produit n'est plus disponible ou que la relation promotionnelle qu'on essaye de mettre en avant n'est pas sur la bonne gamme de produits. Donc il y a vraiment une grosse valeur en amont sur l'insight. Et ce qui est quand même le pain point majeur du retail media depuis son lancement depuis 5-6 ans en France, c'est l'occasion d'aller plus loin en termes de mesures. Depuis que le retail media se développe en France, le KPI qui anime toutes les pensées, toutes les discussions, c'est le ROAS. Je regrette, mais le ROAS, c'est un indicateur de contrôle. Ce n'est absolument pas un KPI de succès. Les KPI de succès, quand on fait du retail media, c'est le recrutement, le new to brand. C'est l'incrémentalité, qu'elle soit digitale ou physique. C'est travailler, comme vous venez de le dire, sur la lifetime value. Est-ce que grâce aux activations retail media que je fais, qu'elles soient physiques ou digitales, j'améliore entre guillemets, le panier de mes cibles marketing. Donc le ROAS, c'est le plus petit dénominateur commun parce qu'on a du mal à se mettre d'accord sur le reste, c'est ça? C'est la clé de réconciliation du début, mais ce qu'on veut leverager grâce à la data collaboration, c'est vraiment aller plus loin. Et donc pour répondre à la question et pas prendre le temps de parole de mes petits camarades, c'est, comme on le disait à l'instant, il y a 3-4 ans, accéder à la data collaboration via les data clean rooms, c'était totalement hors de prix avec certains acteurs référents, exception faite d'Amazon. Force est de constater que les retailers se sont assouplis sur la question, perçoivent l'intérêt de donner un petit peu plus. Néanmoins, on se heurte un peu à la culture française du retail où partager la donnée transactionnelle et la donnée de distribution, c'est quand même un petit peu un changement de mindset qui, on fait face quand même à certains bloqueurs. Mais on va dans le bon sens. Et je pense mais on va justement les interroger. L'idée, c'est effectivement de pouvoir montrer l'ouverture. Et en tout cas, je vais donner la parole d'abord à François Rincel, qui représente la régie de Fnac Darty. D'abord, par rapport à ce que dit Jérémy, il y a du progrès, mais il y a encore une frustration côté annonceur, côté agence. Alors, bonjour à tous. Oui, on a souvent ces débats-là avec Jérémy. On discute très souvent de ça. Il y a effectivement beaucoup de progrès. Si je prends mon cas, moi je suis arrivé dans le retail média il y a 1 an et je viens du média à la base. Quand on parlait data il y a 1 an, c'était beaucoup plus fermé qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'en interne, ne serait-ce qu'auprès de nos équipes juridiques ou autres. Aujourd'hui, on commence à avoir un peu l'habitude que je les appelle pour leur dire voilà, on a un nouveau partenaire qu'on a envie d'étudier. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Donc effectivement, ça s'ouvre. Mais d'ailleurs, pourquoi c'est, comme disait Jérémy, c'est une culture française d'être aussi radin
en partage de données. Alors, on En fait, comprend bien qu'en France, on a effectivement cette culture du respect de la vie privée, de la donnée personnelle, etc. Alors que, bon, voilà, tous ne sont pas aussi stricts, hein, on va dire, hein. Il y a certaines plateformes qui jouent un peu avec ça. Pourquoi les retailers ont cette... c'est une obsession du passé, c'est ça? En fait, non, ça va au-delà des lois RGPD et de tout ça. En fait, on va distinguer deux choses. En gros, on va distinguer nos audiences. Et là, je vais parler d'un point de vue média pur et dur. Donc, les signaux qu'on peut capter en fait de notre audience en fait sur leur comportement, sur la segmentation de notre audience, qui sont-ils et que font-ils. Et on va avoir d'un autre côté une data un peu plus granulaire, un peu plus effectivement précise, qu'on va un peu réserver à nos fournisseurs parce qu'on a une relation privilégiée avec eux, parce qu'on parle en fait à nos clients de leur audience, de leurs clients en fait, de leurs acheteurs. Donc voilà, il faut bien séparer en fait ces deux cas-là. Donc sur de l'activation média classique, sur de la data collaboration comme on le fait avec TF1 par exemple, on a là-dessus aucun souci aujourd'hui. On est assez ouvert. On va d'ailleurs s'ouvrir à d'autres broadcasters. Je pense que ça va dans le sens de l'histoire que notre data puisse être activable et qu'on crée comme ça une émulation un peu collective. Après, sur le partage de données clients à nos clients, enfin à nos fournisseurs, là, c'est un peu autre chose, effectivement. Donc ça, on le fait tous les jours, nous, via notre propre plateforme qui est MyRetailLink auprès de nos fournisseurs. Maintenant, si demain, on a une agence qui est mandatée par un fournisseur et qui, par ce mandat, peut accéder à ce type de données, on est totalement ouvert. Du moment que c'est dans un cadre C'est pas une lutte sécurisé. permanente avec les services juridiques chez vous Non, alors c'est plus une lutte. Je pense que ça a dû l'être, vu ce que j'ai pu voir encore une fois il y a un an. Non, aujourd'hui ils sont ouverts. Voilà, on peut discuter. Effectivement, c'est toujours un peu long à mettre en place. Il y a le cadre juridique, il y a la techno qui va être utilisée. Voilà, il y a beaucoup, c'est beaucoup de discussions à chaque fois. Mais encore une fois, aujourd'hui, c'est quand même plutôt ouvert. Justement, vous avez fait un deal. Alors, c'était un des premiers, je crois, entre un retailer et un broadcaster, Ouais. entre RetailLink et TF1 Pub. On était au tout début de cette partage de la data retail avec les broadcasters. Philippe, qui a besoin d'un micro, je crois, pour parler. Comment ça s'est passé? C'est quoi? Vous êtes allé... Alors, je sais que TF1, vous allez souvent faire des voyages aux US pour regarder un peu ce qui se passe, surtout sur le retail, sur le partage de la donnée. L'idée, comment s'est fait la rencontre avec RetailLink et pourquoi y être allé au début? Bonjour à tous. Le point de départ, c'était de trouver des segments pertinents pour tous nos annonceurs sur des verticales où on n'avait pas forcément de contenu. Si je vais voir un constructeur auto, j'ai Automoto, j'ai des programmes qui peuvent correspondre. Sur le high-tech, il n'y a pas de programme TF1 aujourd'hui vraiment dédié sur ce sujet-là. Donc je m'étais dit, il faut qu'on aille chercher la data qui va nous permettre d'être pertinent sur toutes ces verticales. Et un des éléments qu'on a fait, on voyait aux US qui commençaient à émerger, c'était la montée en puissance de la data des retailers. Et on s'est dit, en effet, il n'y avait pas mieux qu'une data retail pour pouvoir qualifier, non pas un centre d'intérêt, mais une volonté d'achat, un historique d'achat. Par exemple, à Walmart, il a des deals avec les régies TV. Il est régie, il est acteur télé lui-même, aussi. et il est partenaire des grands faiseurs broadcasters. Donc cette liquidité, elle existe depuis longtemps en fait. Hein. Elle existe. Alors après, ce qu'on évoquait aussi, et tant mieux pour nous, la législation aux US, vous pouvez avoir toutes vos datas de santé et vos datas de carte bleue vendables sur le marché en 3 clics. Donc c'est pas si mal d'être... Alors la Californie, je crois, travaille sur le RGPD. Il y a des choses qui commencent à ressembler, mais c'est quand même pas si mal d'être un petit peu protégé sur nos données personnelles. Mais nous, voilà, le premier objectif, c'est-à-dire je vais pouvoir répondre à tous les briefs de mes annonceurs, à la fois fournir des insights, ce qu'évoquait WPP. C'est vrai que le premier élément, et ça, donc notamment là, on a annoncé un partenariat avec Amazon là, il y a 2 semaines. C'est exactement le premier pan, c'est ça. C'est typiquement, je peux avoir
On a reçu les accès à la plateforme hier. Faire un matching entre les 250 catégories de la marketplace Amazon et qu'est-ce qu'ils regardent via le matching qu'on a entre les 25 millions d'utilisateurs TF1+, et leur historique d'achat sur Amazon. Donc 250 catégories Amazon, et quel est le bon programme et la bonne conso média en face. C'est un plus, le partenariat que vous avez annoncé avec Amazon. C'est le cas de M6 aussi, hein, Exactement. d'ailleurs. D'ailleurs, l'intérêt, ce serait que, effectivement, notamment pour l'annonceur et pour l'agence, que tout le monde soit partenaire avec tout le monde. Je crois que c'est ça l'intérêt aussi, Jérémy. En fait, c'est ça l'intérêt. C'est pas un moment de se dire, alors attends, lui, il est avec tel ou tel, etc. C'est de se dire, finalement, la proposition de valeur, elle est partout et les sujets sont ailleurs. Après, l'idée, c'est quand même pas de nous, en tant qu'agence, de se substituer à ce que l'écosystème nourrit comme partenariat, mais c'est vrai que en termes d'usage, c'est juste déjà de pouvoir accéder plus simplement et de pouvoir opérer plus simplement. Pour nous, en tant qu'agence, ça serait déjà un énorme avantage. Alors qu'aujourd'hui, on doit jouer, en tout cas sur le retail média, avec une cinquantaine d'acteurs qui sont plus ou moins plateformisés, jouer avec 5 à 6 plateformes On d'activation. en parlera après, justement, Voilà. de la Mais consolidation. voilà, nous, le plus simple, c'est un peu le mot d'ordre, ce serait de pouvoir accéder plus facilement. C'est surtout ça l'enjeu. Et le partenariat avec Amazon, par exemple, qui est quand même aujourd'hui, dans le retail média, on sait, un moteur d'innovation qui est regardé par tout le monde. Ce partenariat avec M6 et TF1, c'est... hyper structurant et qui va exactement dans le sens de ce que je pense toutes les agences et tous les annonceurs attendent. Donc oui, c'est forcément une très bonne direction qui est prise. Justement, chez Retailing, les partenariats, vous avez démarré avec TF1. Aujourd'hui, c'est plutôt la volonté d'être liquide aussi avec votre data, évidemment avec les garde-fous qu'on imagine. Oui, alors d'être liquide quand il y a un intérêt. Quand il y a en face aussi, on a besoin d'avoir un partenaire qui est solide. On parlait de volume tout à l'heure dans l'intro, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si demain on a un partenaire qui est pas puissant, enfin nous on a une data qui est quand même assez volumique, il faut que demain on puisse matcher avec quelqu'un qui l'est autant, au moins, parce que on sait qu'on a énormément de déperditions dès qu'on compare de communautés, de audiences, quoi. Donc oui, l'idée c'est de devenir plus liquide sur des partenaires qui sont choisis, qui sont premium. C'est aussi de pouvoir compléter notre offre. Par exemple, nous, on n'a pas vocation à la base à aller sur le sujet vidéo. La vidéo, c'est aujourd'hui un des leviers les plus puissants en médias. Voilà, du coup, des partenaires comme TF1 nous permettent... Vous n'êtes pas Étoile Mart à lancer votre plateforme de streaming aussi? Pas encore. Pas encore. Je ne sais pas. Peut-être. Non. Non, mais voilà. En fait, nous, chacun son métier. TF1 ne va pas ouvrir des boutiques ou lancer un site. Non, mais exactement, chacun son métier. En fait, nous, on ne va pas aller là-dessus. Et l'idée, c'est de pouvoir justement profiter quand même un peu de l'essor de la vidéo, de capter une partie de la valeur avec des partenaires premium choisis, triés sur le volet. Peut-être créer une émulation, comme je disais tout à l'heure, sur le côté... en ayant plusieurs partenaires, on va aussi un peu éduquer les annonceurs à activer de la data retail qui est hyper pertinente, hyper intéressante sur plein de points, parce que au-delà du captif enfin du captif pour nous, je parle donc de la high-tech, de l'électroménager, de choses comme ça, ou de la culture, on a aussi plein de choses à faire valoir sur le hors captif et aujourd'hui on a classé notre data sur des personas qui sont moins évidents en fait. Donc on n'est pas forcément sur de l'acheteur d'ordinateur portable, mais on va être sur du haut revenu, des grands moments familiaux, voilà, des choses comme ça, parce qu'on arrive à retracer énormément de choses sur tout le parcours entre nos clients Fnac et nos clients Darty. Ce que j'entends dans la data collaboration, c'est d'abord le volume. Hein. C'est pas d'avoir 3 acheteurs comme ça. C'est le volume. Qui fait en fait, il faut que ce soit au service de la performance. Si c'est pour dissoudre en fait notre data un peu partout, ça sert à rien. T'en parlais, Jérémy, il y a l'histoire du coût aussi derrière, puisque évidemment, au bout d'un moment, il faut bien que quelqu'un paye toutes ces innovations, cette data collaboration. On parle des clean rooms, justement, qui permet justement de mettre ça dans une boîte et de pouvoir se servir dedans sans trop de difficultés. C'est quoi les limites et les coûts derrière et les coûts cachés?
Alors, les coûts cachés, je ne suis pas dans les méandres des acteurs Data Clean Room, mais d'ailleurs, ils ne sont pas forcément cachés, tu as raison. Ils ne sont pas forcément cachés. En tout Non, cas, ils peuvent s'accumuler. Hein. exactement. En fait, le sujet, c'est que la prise de valeur, la valeur de la data, effectivement, on la conteste pas. Les efforts à déployer pour qu'une data collab soit efficace, on ne les conteste pas non plus. Mais quand la tech, il y a encore 2-3 ans, pratiquait des tarifs mirobolants pour juste pouvoir aller accéder, c'est-à-dire qu'on ne traite même pas encore la donnée, c'est avoir le droit d'aller jouer avec, bah, c'était déjà pour la plupart des annonceurs du marché, et quelle que soit la taille des annonceurs, bah, totalement exclu d'y aller, et que les 2-3 qui ont essayé d'y aller il y a 4-5 ans, et je mets les pieds dans le plat, notamment avec LiveRamp, bah, ils en sont vite revenus, alors que c'était des deals niveau monde. Donc déjà, il y a le sujet de combien ça coûte de pouvoir accéder à la donnée. Ensuite, il y a la tarification de la donnée en elle-même par les retailers. Là aussi, je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre l'attractivité de cette donnée et la rendre exploitable et adressable. Parce qu'il y a une réalité média quand même, c'est que, et quand on fait retail média, bah oui, on vient du retail, mais du coup, on est dans l'univers du média. C'est qu'ensuite, il y a la question du procurement côté client, côté annonceur. Et que dans des années très compliquées comme nous vivons depuis un moment. Depuis toujours. Quasiment. Depuis toujours, oui, clairement, ça fait 20 ans que je suis dans ce game, ça a toujours été question du coût média, mais néanmoins, si à un moment donné, on veut pouvoir exploiter cette donnée retail, il faut que le coût CPM à la fin de l'activation, il soit validé par des grilles de procurement. Or, bah, quand on additionne tous les coûts, comme tu le dis très clairement, c'est pas facile de rentrer dans l'équation. Donc c'est là où moi j'appelle à une responsabilité collective, parce que bah, y a les questions des procurements côté annonceur où il faut être raisonnable, adresser des segments transactionnels avérés et liquides et adressables dans tout un écosystème. Ça ne peut pas être comparé avec du CPM socio-démo accessible sans aucun, je dirais, travail de clarification justement. Et à tous les maillons de la chaîne aussi de se dire, bah oui, il y a un gros gâteau à se partager potentiellement, mais encore une fois, c'est une question d'offre et de demande. Si c'est impossible d'y accéder, bah, le business ne se développe pas. François, le coût de la data chez Retailing, justement, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Le coût de la data est très raisonnable chez nous. Non, en fait, que des bons élèves aujourd'hui. Il n'y a que des bons élèves. Pas le coût de la tech. Pas le coût de la tech. En fait, c'est ça. C'est que derrière, faut bien comprendre que à chaque fois qu'on va parler data collaboration, nous, on a forcément aussi des coûts fixes, des coûts de techno. Et que ça doit prendre ça en compte évidemment. On a aussi une valeur de la data. Parce qu'en fait, effectivement, je fais la séparation depuis le début de cette data un peu plus média, un peu plus audience, un peu plus classique, on va dire, sur du socio-démo, du comportement, que de la data client, du comportement shopper, de la data des clients d'une marque avec qui on travaille tous les jours. Ça a évidemment une autre valeur. Donc voilà, donc c'est un arbitrage qu'il faut faire, mais effectivement, si on le fait sérieusement, si on fait ce travail sérieusement, d'avoir choisi les bons partenaires, d'être allé avec de la bonne data au bon moment via les bons partenaires, normalement, on augmente l'efficacité des campagnes et le résultat global. Donc, ce coût, en fait, il est effacé par la performance de la campagne. Philippe, tu ne vas pas dire le contraire, évidemment. Non, et justement, l'intérêt pour un groupe TF1 de la data retail, elle est bien sur on va dire tout le cycle de la campagne ou de la prise de brief. Ça va, comme je disais, des insights, savoir quel programme je dois aller attaquer. Je disais, voilà, on dépiote les données Amazon en ce moment. Si vous voulez aller chercher des acheteurs de jeux vidéo sur Amazon, le programme le plus affinitaire sur TF1, c'est Ninja Warrior. Si vous allez chercher des acheteuses de make-up, c'est JLC Family. Ça, c'est des données nouvelles, c'est de l'insight. L'intérêt après, ça va être le ciblage. Et puis, le troisième intérêt, qui est hyper intéressant, c'est la boucle retour. C'est que je peux savoir, après avoir diffusé des vidéos, des spots chez nous, qu'est-ce qui s'est passé derrière en magasin, on et offline. Et cette capacité à pouvoir faire la preuve de l'efficacité de mes campagnes vidéo, elle est passionnante, elle est hyper intéressante. Et là-dessus, la data retail, elle est imbattable. On va terminer. Ça va être quoi la priorité numéro 1 pour 2025-2026? La mesure, évidemment.
Oui, Jérémy. nous, en tant qu'agence, évidemment, c'est une mesure avec, je ne dis pas uniformisée, parce qu'encore une fois, on ne peut pas comparer tout le monde, mais que ça soit Standardisé. de plus en plus standardisé et normé, en tout cas. François. Pour nous, ça va être, je pense, de continuer justement la bonne diffusion de notre data avec les bons partenaires. Pas trop cher. Pas trop cher. Et moi, je vais vous rajouter un troisième axe, c'est l'achetabilité. En fait, on voit, et un peu ce qu'on a vu autour de cette table ronde, on fait des choses de plus en plus sophistiquées. Ce qui est chouette, hein, des trucs de plus en plus malins. Hein. Mais en revanche, je suis dans une agence média, donc ce matin, il ne faut pas que ça devienne trop compliqué à acheter, trop compliqué à opérer. C'est pour ça qu'on lance, nous, notre plateforme TF1 Ad Manager. C'est justement pour que quel bon segment, la simulation, le bon compromis, qui est forcément un compromis entre la granularité, le volume, le reach et le CPM, on ne passe pas 25 échanges de mails à trouver ces bons compromis et que la plateforme TF1 Ad Manager puisse permettre de faire ce genre de choses. Il faut qu'on simplifie aussi l'achetabilité de ces segments retail. Très bien. Merci. Merci à vous trois.